Bon, je vous présente Gaëlle. Elle est généticienne et conseillère en génétique. Elle est ex-présidente fondatrice du Regroupement québécois des maladies orphelines. Elle a un doctorat en biologie moléculaire de l'Université de Montréal. Elle était chercheuse postdoctorale au Centre de génétique humaine à Leuven, en Belgique, et a fait de la recherche dans le domaine de la découverte des gènes pour les maladies complexes. Elle a fait une maîtrise en conseil génétique à l'Université McGill et a travaillé comme conseillère en génétique au Centre hospitalier universitaire de l'Université de Sherbrooke. En 2010, elle a confondé le RQMO avec des associations de maladies rares et a mis sur pied le Centre IRAR, Centre d'information et de soutien aux maladies rares. Elle a créé un site web visant à faire l'éducation sur la génétique médicale. C'est la génétiquesimplement.com. Comme diplômée de l'Université des sciences de l'UQAM, elle a été du prix Reconnaissance SUQAM 2015 pour son travail dans le domaine des maladies rares. Donc, je laisse la parole à Gaëlle. Merci. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Camilla et Cathy. Merci beaucoup à l'Association de la fibromyalgie de l'Estrie de me permettre de faire cette présentation sur la génétique de la fibromyalgie et que je n'ai pas écrit le sous-titre, mais l'association l'a écrit dans la promotion, là, génétique de la fibromyalgie, pas si simple, mais je vais essayer d'expliquer simplement. Aujourd'hui, je fais une présentation un peu spéciale, différente de ce que je fais quand je fais des présentations plus, c'est pas plus pointues en génétique, parce que en fait, j'ai connu depuis un an l'Association de fibromyalgie de l'Estrie et davantage grâce à une de leurs activités qui est la ruche d'or, parce que j'y participe un matin semaine. Et ça fait beaucoup de bien à ma santé mentale. Vous savez, en sciences et en médecine, on utilise beaucoup notre pensée cartésienne, logique, rationnelle. Puis oui, il y a de la créativité quand on fait de la recherche dans un sens, mais c'est quand même toujours des choses assez tangibles et rationnelles. Donc, je suis bien contente avec la ruche d'or de faire des choses plus artistiques qui me permettent d'utiliser plus mon côté droit de mon cerveau. Fait que pour cette présentation-là, c'est la première fois que je fais ça. Je me suis amusée à intégrer certaines de ces créations là, dans ma présentation. Je me disais que peut-être visuellement, ça pourrait être mieux qu'une présentation bien simple, scientifique comme d'habitude. Bon, comme d'habitude, on a pratiqué et puis on a. Puis là, bon, ça avance jamais du premier coup. Alors, je vais vous dire en partant là, que je suis pas une experte de la fibromyalgie, ni de son diagnostic, ni de ses traitements. Par contre, c'est le genre de maladie qu'au Regroupement québécois des maladies orphelines, on a à faire, c'est-à-dire, nous, c'est plus les maladies rares, mais orphelins, il y a des maladies plus fréquentes qui sont aussi orphelines de tests diagnostiques, de bons traitements, de prise en charge optimale. Parce que les maladies rares, c'est considéré moins de 1 sur 2000. La fibromyalgie étant dépendant des publications, on dit 2 à 6 peut-être, là, ça varie, mais ce n'est pas considéré une maladie rare, mais je dirais que c'est une maladie orpheline. Puis, donc, je ne suis pas une experte de ça, c'est plus pour présenter les aspects génétiques, puis même là, je n'entrerai pas dans les détails parce que vous allez voir, c'est complexe, mais je vise plutôt à présenter comment on aborde la fibromyalgie puis les autres maladies complexes communes dans le contexte de la génétique maintenant, qui a eu beaucoup, beaucoup de développement technologique.
Donc, puis je vais commencer par, oui, je vais juste présenter les objectifs. Donc, je vais commencer par les bases de la génétique de l'hérédité. Définir comment la fibromyalgie, c'est une maladie complexe multifactorielle, faire un résumé des études sur la génétique et les implications de ces études-là pour les tests diagnostiques et les traitements, puis juste quelques réflexions à la fin. Donc, les bases de la génétique, l'hérédité, peut-être parmi vous, là, vous vous rappelez des cours secondaires ou au cégep ou même à l'université de la génétique. Je vais vraiment faire ça de base. Bon, évidemment, là, notre organisme est composé de cellules, puis dans chaque cellule, il y a la fameuse molécule d'ADN. C'est dans le noyau des cellules. C'est sous forme de chromosomes. Si vous avez déjà entendu parler des chromosomes, on en a 23 paires, puis en fait, c'est l'ADN qui est enroulé, notre longue molécule d'ADN qui est enroulée, puis divisée entre ces chromosomes-là. La molécule d'ADN que vous avez sûrement souvent vue, là, la structure d'une double hélice, c'est elle qui porte nos différents gènes. Puis, donc, c'est le code génétique. L'ADN porte notre code génétique. Puis, en fait, le code génétique est assez simple. C'est, bon, l'ADN, en long, c'est l'acide désoxyribonucléique. Puis, en fait, c'est constitué de 4 molécules qu'on peut appeler soit les bases ou soit les nucléotides, en fait. Il y en a 4, A, C, G, T. Fait que le code génétique, c'est une série de ces lettres, ces 4 lettres-là, A, C, G, T, toutes sortes de séquences. L'adénosine, cytosine, guanine et thymine. Puis j'ai les couleurs ici, c'est pas moi là, qui a été créative, c'est vraiment un standard en génétique de leur donner ces couleurs-là. Puis vous voyez donc la double hélice, puis on voit tout le temps que des C et G sont appariés et des A et T. Je n'irai pas dans toutes, évidemment, les explications de pourquoi, mais c'est juste pour vous que vous voyez. Le génome humain, donc cette série, cette séquence de lettres-là, au début des années 2000, on a séquencé le génome humain presque au complet. C'est en fait 3,4 milliards de ces lettres-là. Ça tiendrait dans 300 livres de 300 pages, en fait, de cette séquence de lettres-là. On a environ 20 000 à 25 000 gènes qui sont codés là, le long de cette molécule d'ADN. Chaque gène code pour une protéine. Bon, les protéines, vous en connaissez, l'albumine, l'hémoglobine. Bon, donc, on a autant, sinon plus même, de protéines qui sont codées par tous ces gènes. Et en fait, il y a une séquence de référence maintenant qu'on connaît, puisque depuis qu'on a eu le projet Génome humain, puis qu'on a séquencé, c'est-à-dire qu'on a lu toutes ces lettres dans la molécule d'ADN, mais des fois, il y a des changements dans cette séquence-là. Là, il y a différents noms qu'on peut donner à ça quand il y a une modification du code. Là. Par exemple, ici, je donne un exemple, si un A est changé pour un C, on peut appeler ça des variants, donc une variation de la normale. Des mutations. Mutations, habituellement, on comprend ça comme quelque chose qui est vraiment délétère puis qui cause une maladie. Puis des polymorphismes, ça veut dire des changements aussi de la référence normale. Là. En recherche, souvent, on va analyser les polymorphismes et souvent, quand on va séquencer pour trouver la cause d'une maladie, on va appeler ça des variants, on va chercher des variants. Mais quand il y a une modification comme ça peut être neutre, ça peut ne rien faire à notre code génétique, mais ça peut aussi là, entraîner soit l'absence d'une protéine ou une protéine qui fonctionne mal. On a tendance à toujours dire en génétique le plus simple, là, on dit l'ADN code pour des protéines et c'est ça le fonctionnement là, dans les cellules de notre corps, mais c'est un peu plus compliqué que ça finalement. Il n'y a pas juste le code comme tel, la protéine qui est faite. Il y a même des modifications après que la protéine est bâtie. Il y a plein de modifications pour sa structure.
mais il y a aussi beaucoup de mécanismes pour contrôler l'expression des gènes. Je vous en parle parce que ça va être en lien avec les études, là, je vais vous résumer. Donc, l'épigénétique, ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, là, les dernières années. On fait de plus en plus de recherches là-dessus. Moi, c'était le sujet de mon doctorat là, en biologie moléculaire dans le domaine du cancer. Je regardais ça dans des cellules, pas chez les personnes malades, par contre. Et en fait, ce que c'est des groupements méthyl, qui est un groupement très simple, là, CH3 en chimie, là, qui sont, un peu partout là, sur la molécule d'ADN habituellement associée à un CG ici. Puis ces méthyls-là peuvent inactiver un gène, puis dépendant de d'autres facteurs, ils peuvent être réactivés. Donc, c'est un contrôle là, des gènes finalement sont soit fermés, soit ouverts. On peut donc avoir une surexpression ou une sous-expression des gènes. Il peut aussi y avoir des mécanismes où certains gènes interagissent avec d'autres pour ça aussi les activer ou les inactiver. Donc, comme on a 20-25 000 gènes, il y a des gènes qui vont interagir avec d'autres sur la molécule d'ADN pour contrôler leur expression. Puis enfin, il y a les micro-ARN. En fait, je n'ai pas donné de détails, mais ici, entre le gène qui porte le code génétique puis la protéine, il y a une molécule qu'on appelle l'ARN messager pour aider à traduire l'ADN en protéines. Mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des micro-ARN qui sont produits. En fait, ça a l'air qu'on a à peu près 2500 qui peuvent être produits, là, et qui viennent s'attacher à l'ARN messager ici pour empêcher, encore une fois, la production de la protéine ou en tout cas la faire dégrader ou inactiver ou réduire sa production. Donc, ça, c'est pour la génétique comme telle. L'hérédité, je vais parler un peu de l'hérédité pour faire la différence entre les maladies qu'on appelle mendéliennes. En fait, nous, en génétique, comme conseillère en génétique, les médecins généticiens dans les services de génétique, on a affaire presque uniquement à ce genre de maladies. Donc, c'est des maladies génétiques en général rares. Il y en a 6 000 à peu près. On caractérise avec les développements. Maintenant, en génétique, on en caractérise beaucoup plus, presque à chaque semaine ou à chaque jour maintenant. On trouve des gènes associés à certaines maladies. Mendélienne, je ne sais pas s'il y en a qui vous avez déjà entendu parler du fameux moine Grégor Mendel. Ça vient de lui et ses expériences avec les petits pois. Mais puis, pour vous donner des exemples de ces maladies-là dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la fibrose kystique, la dystrophie musculaire de Duchenne. Il y a beaucoup d'autres types de dystrophie musculaire, la maladie de Huntington. Donc, ça, c'est des maladies à un gène, on dit monogénique. On pourrait dire que c'est des maladies plus simples, à un gène qui a un gros impact. Quand on a des variants dans ces gènes-là, ils peuvent vraiment causer la maladie. Là, c'est comme on l'a ou on ne l'a pas lorsqu'il y a un de ces variants délétères. Ces variants-là sont rares, ça fait donc que ce sont des maladies rares. La transmission héréditaire, il y a différents types. Ça, c'est les plus fréquents, récessifs, dominants, liés à l'X. Et je n'irai pas dans le détail, mais c'est juste pour dire qu'on connaît, on sait les modes de transmission, puis on est même capable de calculer des probabilités de transmission assez précises. Par exemple, une maladie récessive comme la fibrose kystique, deux parents porteurs, on peut leur dire qu'ils ont une probabilité de 25 % d'avoir un enfant atteint. Dans les maladies dominantes, c'est comme ici, dans mon image, ici, c'est d'une génération à l'autre que la maladie peut se transmettre, puis la probabilité de transmission est de 50 % à chaque fois qu'on fait un enfant. Donc, c'est assez précis. On peut donner même des probabilités de risque comme ça à des personnes qui portent ces maladies-là puis qui veulent des enfants. L'autre type d'hérédité, puis là, c'est là qu'on parle de fibromyalgie, entre autres, c'est ce qu'on appelle l'hérédité multifactorielle. Dans ces cas-là, c'est plusieurs gènes, la plupart du temps, ça peut être beaucoup de gènes, on appelle ça polygénique.
Puis en plus, souvent, c'est des gènes à faible impact. Donc, c'est beaucoup de gènes qui ont un petit impact chacun. Et c'est des variants ou des polymorphismes qui sont en général fréquents dans la population. Donc, beaucoup de gens en ont. Donc, c'est pour ça que les maladies sont plus communes, fréquentes. Les autres facteurs, en plus des gènes qui peuvent agir, il y a l'âge, par exemple. Vous savez que la fibromyalgie est plus fréquente chez les femmes, le sexe est plus fréquent chez les femmes. L'âge, c'est habituellement plus fréquent chez une personne qui avance en âge. On parle de 40 ans et plus en moyenne, là. Et il y a d'autres facteurs internes qui peuvent jouer, par exemple hormonaux ou d'autres choses dans notre métabolisme, puis des facteurs externes comme l'environnement physique ou social. En fait, là, c'est la courbe standard là, qui décrit c'est quoi une transmission multifactorielle. Là, vous connaissez peut-être ça, peut-être il y a une notion de mathématiques, la courbe en cloche ou la courbe de Gauss. Ce que ça veut dire, ici, on a la fréquence de la population, puis ici, on aurait vers la flèche en bas la contribution des facteurs génétiques, puis d'autres facteurs. En fait, c'est l'accumulation de ces facteurs génétiques-là, des facteurs génétiques précis, qui fait qu'à un moment donné, on dépasse un seuil, puis là, donc la plupart des gens sont non atteints, mais il y a une combinaison de facteurs génétiques et autres qui fait qu'on dépasse un seuil, puis les personnes peuvent devenir atteintes. Puis ça, c'est même dans les familles que ça peut se passer comme ça. Dans la population en général, même dans les familles, il y a un seuil, il faut une certaine combinaison de facteurs. Et habituellement, pour calculer une probabilité de transmission dans une famille, justement, c'est un peu plus imprécis, là. C'est pas aussi clair comme des 25-50% qu'on a vu tantôt. Habituellement, c'est plus faible aussi. Donc, j'en arrive maintenant je pense que vous le savez, là, que la fibromyalgie, c'est une maladie complexe multifactorielle. Et là, je suis convaincue que vous connaissez la fibromyalgie plus que moi, surtout si vous êtes atteinte, ou d'autres personnes ici à la conférence qui connaissent la fibromyalgie pour d'autres raisons, mais vous en connaissez sûrement plus que moi. Je n'entrerai pas dans les détails de la description, là. Je vais donner les éléments qui ont un lien avec la génétique et le rôle d'autres facteurs. Ça, c'est dans l'info, le bulletin de l'association en 2019. C'est quelque chose qui me cache. Oui, printemps 2019. Ils avaient publié les nouveaux critères. Bon, les critères diagnostiques, là, de ce que j'ai vu, là, ça a changé beaucoup là, à travers les années. Je pense dans ce temps-là, 2019, là, il y avait une publication d'un groupe qui a changé quelques critères. Il n'y avait plus les points là, comme on testait avant. Donc, ici, c'est bien résumé parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Là. On ne fait pas juste chercher les douleurs dans les régions, mais aussi on va regarder la sévérité pour les douleurs. Mais bon, on dit qu'il y a aussi associé à des problèmes de sommeil et de fatigue, puis il faut que ça soit présent plus de 3 mois. Mais surtout, c'est ça que je veux vraiment insister sur le fait que ça touche plusieurs systèmes et plusieurs facteurs. Évidemment, c'est la douleur. Il y a beaucoup de recherches sur les mécanismes de la douleur. De base, là, on sait qu'il y a une interaction entre le système nerveux périphérique, le système nerveux central, puis aussi l'inflammation, puis le système immunitaire. Donc, on sait qu'il y a des signaux là, de notre système nerveux périphérique qui peuvent envoyer des signaux à notre cerveau. On sent la douleur, puis il y a aussi des mécanismes de feedback, des fois, qui ne fonctionnent pas. C'est mon résumé parce que je ne veux pas, comme je dis, je ne suis pas une experte, puis je ne veux pas rentrer dans tous les détails. On va décrire un peu des éléments de ces systèmes-là lorsque je vais parler des gènes tantôt. Évidemment, les autres facteurs, comme j'ai dit pour les maladies communes, toutes les autres maladies communes, il y a le sexe et l'âge qui a. Les facteurs qu'on voit souvent dans les publications qui semblent influencer des traumatismes physiques,
Ça inclut bon, des maladies chroniques, des blessures, chirurgie, des accidents même, puis des stresseurs psychosociaux, le stress, les traumatismes émotionnels, des violences physiques, ce genre de facteurs qui semblent influencer. Personnellement, j'ai trouvé qu'à la lecture de ça, c'est pas clair. Là, dans beaucoup de publications, on parle de facteurs différents, mais bon, on s'entend qu'il y aurait probablement une composante là, psychologique ou mentale, en fait, là, de notre cerveau au niveau neurologique et psychologique. Et évidemment, il y a les facteurs génétiques. Quelque chose que j'ai oublié de dire tantôt, c'est je parlais là, dans les familles, c'est que une des premières choses qu'on fait pour savoir si une maladie a des facteurs génétiques, c'est qu'on regarde l'agrégation familiale qu'on appelle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plusieurs membres de la famille qui sont atteints. Et, mais il faut faire attention parce que familial, c'est différent d'héréditaire. Familial, on peut avoir quelque chose, une maladie, une condition dans notre famille, mais qui pourrait être due à un facteur environnemental partagé. Hein? Je donne un exemple comme ça. Si tout le monde fume dans une famille, puis dans le temps où on fumait partout dans les maisons, et il se peut que beaucoup de personnes dans cette famille-là aient des problèmes, soit pulmonaires, cardiaques, etc. Donc, c'est pas nécessaire. Familial ne veut pas nécessairement dire génétique héréditaire. Mais les études qui ont été faites, les études au début n'étaient pas très, très bonnes, là, mais ce qu'on fait, c'est on prend des familles où il y a une personne avec la fibromyalgie, puis on regarde combien de membres de sa famille. Habituellement, on tient compte des apparentés de premier degré. Ça va de 18 à 28% des apparentés de premier degré qui peuvent être atteints de la fibromyalgie dans les familles. Donc, ça donne une idée là, qu'il peut y avoir des facteurs génétiques, mais comme je dis, il faut aussi séparer d'autres facteurs environnementaux qu'il pourrait y avoir. Et dans les nouveaux critères diagnostiques, on a aussi mis une série, une bonne liste en fait, d'autres caractéristiques qu'on voit là, quand personne a la fibromyalgie par le nombre et les études qui ont été faites. On a vu ces caractéristiques-là, puis ces conditions de santé qui sont associées, ou on appelle ça aussi des comorbidités. Fait qu'il y a toute cette série-là, pas en détail, mais ce que je veux vous dire, c'est moi, j'ai toute une réflexion par rapport à ça parce que, vous voyez, là, inclus dans cette liste-là, il y a l'hypermobilité articulaire puis le syndrome d'Ehlers-Danlos que j'ai souligné. Et moi, je peux vous dire, parce que c'est une des maladies très orphelines et qu'on pense qu'il n'est plus une maladie rare comme telle. Un type n'est pas rare, là, on le voit maintenant partout là, dans les cliniques à travers le monde. Ici au Québec, on est très en retard pour cette maladie diagnostiquée, traitée. Mais je suis ça depuis des années, tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Je suis dans un groupe de recherche, j'ai fait de la formation et j'ai donné de la formation sur les aspects génétiques. Et en fait, je peux vous dire que tout ce qui est listé ici, presque, est aussi associé à de l'hypermobilité articulaire puis le syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc, c'est curieux. Puis ce qui est curieux aussi, c'est qu'il y a des choses ici, comme la fatigue chronique, on va dire qu'il y a certains, on peut dire qu'il y a aussi des troubles cognitifs. Là. En fait, je trouve que ces caractéristiques-là, ils se chevauchent pour plusieurs maladies difficiles à démêler. Et puis, je vais vous dire tantôt l'impact que ça peut avoir sur des études génétiques. En fait, j'ai écrit un article pour le bulletin de l'association l'été passé sur cette hypermobilité articulaire en lien avec la fibromyalgie. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui sont publiées, puis il y en avait une qui était très récente, qui venait d'être publiée, où on a cherché à savoir si chez des patients atteints du syndrome d'Ehlers-Danlos ou d'une forme d'hypermobilité articulaire, s'il y avait de la fibromyalgie. Je peux vous dire aussi, parenthèse, que beaucoup de personnes qui finissent par avoir
diagnostic du syndrome d'Ehlers-Danlos, en fait, ils ont souvent le premier diagnostic de fibromyalgie où on leur associe aussi la fibromyalgie parce que, en fait, bon, je vais commencer par expliquer c'est quoi l'hypermobilité articulaire. En fait, vous avez peut-être déjà entendu ça, l'hyperlaxité des jointures. Là, des personnes qui peuvent leurs jointures, en fait, ils peuvent aller à un mouvement beaucoup plus large que la normale, si on veut. Puis c'est assez, il y a une bonne partie de la population, c'est comme ça, même certaines ethnies. Mais lorsque c'est trop, là, ça peut causer des problèmes. Alors, il y a une façon de mesurer ça ici, comme sur les images. Mais ça vient avec des douleurs, ça vient avec des dislocations, des subluxations et les problèmes de santé que je viens de vous montrer dans l'autre diapositive peuvent être associés aussi à ça. Mais ce que cette étude-là a dit, là, puis c'est quand même un bon nombre de patients dans une clinique spécialisée, là, 700, c'est qu'il y avait quand même 25% qui avaient le CED associé à de la fibromyalgie quand on prenait les critères, là, les derniers critères standards de la fibromyalgie. Puis 13%, en fait, qui avaient la fibromyalgie seule. Puis il y a le 56% qui c'était le CED ou l'hypermobilité seule. Mais je peux vous dire, surtout au Québec, c'est une maladie tellement sous-diagnostiquée qu'il se peut là, que beaucoup de personnes avec le diagnostic de fibromyalgie, si on a de l'hypermobilité, puis beaucoup de symptômes qu'on a vus avant, il y a aussi la peau qui peut être affectée, là, élastique ou une peau qui est mince, etc. Ça peut être l'hypermobilité. Puis, il y a une forme de le syndrome Ehlers-Danlos, il y a 14 formes, puis une de ces formes-là est aussi complexe et multifactorielle. On n'a pas trouvé de gène encore, un peu comme la fibromyalgie. Bon, là, j'en arrive aux études génétiques. Oh mon Dieu, je regarde l'heure, puis j'en mets toujours trop, mais je vais faire mon possible pour passer à travers. Mais mon but, comme je disais, c'était pas de vous parler de chaque gène, vous allez voir pourquoi aussi, mais je me suis basée sur cette revue de la littérature qui a été publiée cette année. Nous autres, les revues, c'est très pratique là, parce que c'est des gens, des chercheurs dans leur domaine, ils vont regarder toutes les études qui sont publiées, puis en faire un résumé. Fait qu'évidemment, ça m'a aidé à vous présenter tout ça. Donc, en fait, c'est 139 études qui ont été publiées là, par toutes sortes de groupes de recherche à partir de 2000 à 2020. Puis en fait, je me suis basée là-dessus, puis je suis allée regarder les plus récentes aussi, puis ça ne changeait pas grand-chose. Mais en fait, ils avaient d'abord trouvé 1000 quelques études. Il y a beaucoup d'études sur la génétique des maladies là, depuis les dernières années à cause des développements génétiques. Il y en avait 1000 quelques, mais ils ont choisi là, celles qui vraiment étudiaient les facteurs génétiques là, de façon sérieuse. Il y en avait 130. Alors, je vous résume en fonction, entre autres, des mécanismes. Donc, la fonction des gènes qu'ils ont trouvés, la fonction, les gènes, puis les associations qu'ils ont identifiées. D'abord, ils ont regardé les métabolismes des catécholamines, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un gène qui est le catéchol O-méthyltransférase, COMT, qui, en fait, est impliqué dans le métabolisme des catécholamines. C'est, en fait, dans les neurotransmetteurs, hein, dans les dopamines et tout ça. Vous l'avez vu tantôt, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du système nerveux central et du cerveau, dans la fibrobiologie comme bien des maladies. Et en faisant des études, on est tombé sur ce gène-là, mais je peux vous dire, bien, premièrement, pour les résultats, les associations, il y avait 20 études, ils ont trouvé 5 variants différents. Puis les résultats sont contradictoires. Il y en a qui n'ont pas trouvé ces variants-là, d'autres, puis bon, évidemment, puis les variants sont différents, mais ça peut aussi être parce qu'ils ont analysé dans différentes populations. Des fois, il y avait une association avec le fait de développer la fibromyalgie versus aussi, des fois, ils regardaient la sévérité des symptômes.
mais il n'y a pas beaucoup de conclusions là, du fait que les résultats sont contradictoires. Vous savez, en sciences, on fait des études et habituellement, on veut les reproduire hein, pour être sûr que c'est bien vrai, hein, parce que les expériences peuvent être différentes, etc. Donc, c'est le cas pour ça. L'autre série de gènes qui a été trouvée, c'est ceux dans le métabolisme de la sérotonine, encore un neurotransmetteur. 6 études, il y a 4 différents gènes. Là, il y avait différents effets, diminuer le seuil de la douleur. Des fois, ça augmentait les symptômes de dépression ou augmentait le risque. En fait, il y a des études qui ont vu une augmentation du risque de la fibromyalgie, d'autres, c'était incertain. Mais ça dépendant des études et des gènes. Comme ce gène-là, il y avait une étude où ça augmentait, puis l'autre étude était incertaine. Donc, je parlerai un peu des facteurs qui peuvent influencer les études qui font qu'ils ont des résultats différents. Ensuite, le mécanisme de la douleur, là, je pense qu'il y a, j'ai 2 diapos là-dessus. Évidemment, comme c'est un fibromyalgie, c'est avec la douleur, ben, il y a beaucoup de gens qui sont sortis là, en lien avec les mécanismes de la douleur. Il y avait 35 études, je vais regarder, oui, 35 études au total, puis 27 gènes ici que j'ai listé certaines. Mais là aussi, lié avec une augmentation de risque de fibromyalgie, mais c'était soit 1 ou 2 études qui trouvaient un de ces gènes-là. Puis, les plus étudiés, les résultats qu'on a vus le plus souvent, c'est ces 3 gènes-là ici, BDNF, ATT, MTHFR. Je vais parler de BDNF tantôt. Mais là aussi, c'est les fonctions, c'est associé, sont soit un lien avec la fonction des nerfs, le traitement de la douleur de le cerveau, la régulation des neurones, les neurotransmetteurs même. Puis, il y en a ici, la deuxième série, ici, que c'est en lien avec l'inflammation, puis le système immunitaire. Je vais parler de certains de ces éléments tantôt. Puis là, encore une série de 27 gènes. Puis là, c'était ceux-là, on a regardé plus l'association avec des symptômes comme motivation, activité réduite, la fatigue, problèmes de santé mentale, troubles de sommeil. Même, il y en a qui ont regardé l'index de masse corporelle, l'augmentation du risque de dépression qui a été analysé. Donc, vous voyez que les études ne regardent pas toutes la même chose. Ensuite, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'épigénétique, du contrôle d'expression des gènes. Parce qu'il y a des gènes, il y a la méthylation que certaines études ont regardé, puis la surexpression ou la sous-expression de gènes. Et ici, je vous mets le BDNF parce que lui est revenu quelques fois, qui est impliqué, lui, dans au niveau de la croissance, la différenciation des nouveaux neurones et de l'excitabilité des neurones. Donc, il y a un lien là, un lien avec la douleur d'inflammation, puis le développement de la douleur. Puis, dans les gènes pour la surexpression et ceux qui sont sous-exprimés, bien, il y en a qui reviennent quelquefois, les interleukines et certains gènes encore de la réponse immunitaire et inflammatoire. Là, vous voyez le nombre d'études ici. Ils ont trouvé même 100 gènes différents qui sont surexprimés. Puis ici, les fameux méthyles dont je vous parlais plus tôt, ils ont regardé où sont les méthyles comme ça, les endroits méthylés dans le génome. Puis ils ont trouvé 1610 positions. C'est beaucoup. Ensuite, les micro-ARN, dont je vous ai expliqué, il y a eu 11 études là-dessus. On a trouvé 25 micro-ARN qui ont des rôles. En fait, les micro-ARN, comme je l'ai dit, ils ont un rôle à inactiver pour certaines protéines. Donc, ici, il y en a 2 qu'on a trouvés dans 3 études, 5 dans 2 études, mais c'est très variable. Puis, certains gènes qu'on a trouvés ici, et encore des interleukines. Puis, on a associé ça avec différents symptômes aussi, pas juste la diminution de la douleur, mais avec la dépression, l'inflammation. Donc, vous voyez comment c'est complexe. Et justement, c'est ça que j'indique ici, là.
qu'il y a près de 600 gènes, dans ces 139 études-là, il y a presque 600 gènes qui ont été identifiés. Imaginez la complexité. Comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'études qui répètent les mêmes résultats. Puis pour la méthylation, ben, 1610 positions dans l'ADN, c'est difficile à démêler. Donc, c'est pour vous montrer comment, justement, c'est complexe. Donc, les conclusions, c'est qu'il n'y a pas de gène ou de modification épigénétique unique qui cause le développement de la fibromyalgie. Et puis, les causes génétiques et épigénétiques demeurent encore incertaines à cause qu'il n'y a pas de résultats là, qui reviennent souvent, répétés, même il y a juste quelques gènes, comme j'ai dit, qui sont répétés quelques fois. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'épigénétique, c'est aussi influencé par, même les gènes peuvent être influencés par certains facteurs, mais l'épigénétique, c'est très influencé. Les études montrent ça par des facteurs comme la diète, les comorbidités, les aspects psychologiques, les polluants et tout, le sommeil. Donc, juste parenthèse, durant la ruche d'or de la dernière session, il y a eu un thème sur les oiseaux, donc on a fait beaucoup de choses en lien avec les oiseaux. Puis ça me permet de vous dire ici comment il y a une variabilité chez les personnes qui sont étudiées, puis sur les méthodes. C'est ça les difficultés avec ces études-là. Premièrement, de l'an 2000 à 2020, il y a eu tellement de développement de technologies que maintenant sont très, très puissantes qu'on n'avait pas nécessairement au début quand on commençait ces études-là. Là, on peut séquencer un génome rapidement, pas cher, avec de bons résultats, ce qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. Donc, c'est un problème, là, une variabilité dans les études. Variabilité du phénotype, ce que je veux dire, c'est chez les personnes, en fait, les symptômes. Un phénotype, nous, en génétique, on parle du génotype quand c'est le gène puis le variant du gène. Puis le phénotype, c'est la manifestation de ce gène-là, du variant du gène. Donc, les symptômes, en fait, comment la maladie se présente chez une personne. Évidemment, les critères diagnostiques ont changé aussi de 2000 à 2020. Donc, les études sont basées sur différents critères diagnostiques. Les comorbidités, comme on a vu, il y en a plusieurs, donc ils pouvaient être présentes chez certaines personnes, pas d'autres, et ça influence. Okay. Fait qu'il y a de la variabilité entre les individus, puis même chez un même individu, en fait, il y a une variabilité dans le temps, là, dans son corps, dans son métabolisme. Ensuite, il y a les échantillons biologiques qui sont utilisés. Habituellement, on fait ça sur le sang, ces études-là, mais on sait que si on prenait peut-être des biopsies, on regardait d'autres types de tissus, peut-être qu'on verrait des choses différentes. Il y a des populations différentes qui sont étudiées. Ça, on le sait en génétique, la majorité des études génétiques sont faites en Occident, chez les Caucasiens, qu'on dit la population blanche. C'est vraiment, et de plus en plus, on parle de diversité en génétique. Pour mieux comprendre cette diversité-là, ben, il faut aussi avoir étudié d'autres populations parce que les gènes, les variants dans les gènes varient d'une population à une autre. Ensuite, les facteurs autres que génétiques. Je vais regarder là pour voir si j'ai le temps de... Ici, je vais juste vous montrer. Ça, c'est les études, ce genre d'études-là qu'on appelle là, des études d'association avec le génome, on en fait avec plein de maladies maintenant à cause des technologies. Puis ça, c'est nos 23 chromosomes, puis vous voyez tous les différents variants qui ont été trouvés sur les chromosomes. Ce que je vais vous montrer, là, c'est, vous voyez les différentes couleurs, c'est les différents systèmes. Puis pour la fibromyalgie, bien, on peut penser que c'est le système immunitaire, le système nerveux, évidemment. Puis, mais vous voyez la variété. Si je prends un variant, puis je regarde les couleurs, ça varie. Donc, ça veut dire que beaucoup de maladies différentes touchent, en fait, le même variant peut influencer une maladie différente. Puis, en fait, ça se chevauche tout. Ici, c'est des milliers d'études qui étudiaient 558 maladies ou caractéristiques. Là aussi, ça veut dire l'adresse, en fin de compte, la position sur le chromosome.
ben, ils ont trouvé des variants sur des polymorphismes sur 50% du génome. Puis en fait, 90% de ceux-là chevauchent avec d'autres maladies. Alors, vous voyez la complexité, puis pourquoi on ne peut pas tirer une conclusion claire avec euh, les maladies qui sont multifactorielles. Puis moi, ben, j'ai un héros, ben, quelqu'un que j'aime bien, que j'ai bien aimé lire en génétique, qui s'appelle Richard Lewontin, un Américain qui est décédé en fait dans les dernières années et puis à Harvard aux États-Unis. Lui, il a développé ce qu'il appelle le triple hélice. Il a écrit un livre en fait où on parle la triple hélice. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste l'ADN, mais il faut considérer l'organisme, notre métabolisme, tout ce qui est influencé là, dans notre corps, puis l'environnement extérieur. Donc, toutes sortes de facteurs, mais ce que je peux vous dire, c'est ça, puis lui, il disait, je l'ai présenté dans une autre euh, certaines de ses citations, c'est que le problème, c'est qu'on concentre beaucoup les études sur la génétique. Depuis qu'on a fait le séquençage du génome humain, le projet Génome humain, depuis le développement des séquenceurs, des machines, de la bioinformatique, c'est vraiment un domaine qui a explosé. Puis, donc, on cherche beaucoup dans les gènes, les facteurs. Puis, l'épidémiologie, étudier les autres facteurs environnementaux ou autres, sont beaucoup moins étudiés. Je l'ai constaté en regardant la littérature. J'ai vu qu'il y avait peu de choses sur des polluants, par exemple, des produits chimiques. Donc, on parle de ces facteurs-là possibles, mais ils ont sûrement une influence, mais il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Ou en tout cas, on sait sûr qu'on ne peut pas séparer cette influence-là. Donc, c'est important de dire que votre corps puis l'environnement qui vous entoure là, joue un rôle tout aussi crucial là, que vos gènes. Les implications pour les tests diagnostiques et traitements, rapidement, parce que comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas une spécialiste là, de diagnostic et traitement de la fibromyalgie, mais je fais un lien avec les études que je viens de vous présenter. Alors, je vous ai montré que certains gènes pour certaines protéines qui sont revenues un peu quelques fois dans ces études-là sont les interleukines, là, qui sont dont les cytokines puis les chimiokines qu'on appelle. Donc, c'est vraiment des molécules impliquées là, dans le système immunitaire, dans la différenciation des globules blancs pour la réponse immunitaire. Donc, ils revenaient souvent, fait qu'il y en a qui ont essayé de développer des tests. Un chercheur, lui, c'était les protéines qui mesuraient dans le sang, puis un autre, c'était les micro-ARN, comme on a vu. Bien, je peux vous dire, ça, c'est aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, des fois, ben, on veut faire un test comme ça. Le but principal, c'est surtout pour faire de l'argent. Alors, ça a été des tests très critiqués. Leurs recherches ont été critiquées. Ils ont mis sur le marché des tests qui n'étaient probablement pas prêts, c'était pas reproductible, c'était pas très bien fait. Puis d'ailleurs, cette compagnie-ci, Epic Génétique, est l'objet d'une poursuite maintenant parce que il y a un organisme qui trouvait qu'il faisait une promotion de quelque chose qui, dans le fond, n'était pas vrai, là, qui ne donnait pas des vrais résultats. Je suis allée vérifier dans les derniers jours, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont sortis dans les journaux. En fait, ces deux sites web-là ne fonctionnent plus. Donc, ça n'existe plus. Mais je vais vous parler de quelqu'un au Québec. Vous savez, on a plusieurs chercheurs qui travaillent sur la fibromyalgie au Québec. Et puis, ce chercheur-là, M. Alain Moreau, qui, le Centre Sainte-Justine, est associé à d'autres institutions. Puis, lui, son sujet premier, c'était l'encéphalomyélite myalgique, donc le syndrome de fatigue chronique, qui on peut dire au niveau complexité génétique est un peu comme la fibromyalgie. Puis lui, il a trouvé des micro-ARN qui, en fait, lui a trouvé 11 micro-ARN qui peuvent avoir un lien là,
qui peuvent être testés dans le sang. Il a publié ça seulement cette année, fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de recherches à faire, puis j'ai confiance que nous, ici, on fait notre recherche pas mal mieux que certains groupes aux États-Unis qui veulent faire de l'argent. Donc, ce serait un test qui, je ne sais pas si j'ai, un test qui sanguin, puis mais il voit une augmentation de ces micro-ARN qui ont une influence sur des protéines dans le sang pour le syndrome fatigue chronique, une diminution pour la fibromyalgie. Puis quand il y a les deux ensemble, syndrome fatigue chronique et fibromyalgie, là, c'est entre les deux le niveau. Donc, et par contre, ce qu'il aurait remarqué pour ce qui est de la précision du test, c'est que c'est en fait moins bon pour le syndrome fatigue chronique pour vraiment distinguer par ce test-là. Mais on distingue très bien les deux maladies, puis on distingue mieux la fibromyalgie d'une personne en santé. Mais il y a encore il faut encore faire d'autres recherches avant que ce soit mis en marché. Maintenant, brièvement, les traitements, là, je vois que je devrais peut-être arrêter bientôt. Juste pour vous dire que, je ne sais pas si vous m'entendez parler de la médecine de précision, de la médecine personnalisée. C'est ça le but de toutes ces études génétiques, c'est de trouver des facteurs génétiques qu'on pourra comprendre le mécanisme, puis qu'on pourrait cibler avec un médicament. Puis on appelle ça aussi là, de la pharmacogénomique. Mais c'est avec les maladies complexes, c'est pas facile. Même ici, c'est un chercheur que je connais aux États-Unis qui il a publié un article où il appelle ça la médecine d'imprécision. Justement, nos médicaments ne sont pas assez précis, puis c'est pour ça qu'on essaie de trouver au niveau de la génétique quelque chose qui serait plus ciblé. Ici, il y a des médicaments que vous connaissez probablement, l'Humira, le Cymbalta, puis vous voyez, en bleu, c'est une personne chez qui ça fonctionne, mais pour une personne, il y en a 3 que ça ne fonctionne pas, puis ici, il y en a 8 que ça ne fonctionne pas. Donc, premièrement, au niveau des coûts, il y a du gaspillage, puis on veut trouver le bon médicament pour la bonne personne au bon moment, puis c'est pour ça qu'on veut trouver des gènes. Et je vais finir avec ça. Pour la douleur, donc, il y a une équipe, l'Université du Québec, l'Abitibi, qui a fait une recherche sur les médicaments, puis qui ont montré que vous, en tout cas, les personnes atteintes, il y a un écart entre les médicaments recommandés et ceux que vous utilisez vraiment, parce que probablement vous remarquez que ceux qui sont prescrits ne fonctionnent pas. Fait qu'il y en a qui utilisent des opioïdes ou des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou le cannabis médical, alors que ceux qui utilisent les recommandés, il y a des antidépresseurs, anticonvulsants, tramadol. Puis, je veux juste aussi parler de cette étude qui est sortie aussi cette année, parce que là, je viens de parler des antidépresseurs, où il y a 50 à 60 personnes qui prennent des antidépresseurs, mais il y a une grande étude, ça c'est ce qu'on appelle des revues de Cochrane, c'est très, très connu là, dans le milieu de la médecine. Encore une fois, les gens prennent tous les articles publiés, puis en font une synthèse. Puis celui-ci existe même en français. Puis la conclusion, c'est que la plupart des antidépresseurs prescrits pour traiter la douleur chronique ne disposaient pas de preuves fiables de leur efficacité ou de leur sécurité. Donc, en regardant les études, sont arrivés à cette conclusion-là. Il y a quand même certains antidépresseurs pour lesquels ils regardaient qui étaient plus efficaces. Il me semble qu'il y avait le Cymbalta, qui était plus efficace chez plus de personnes. Puis ici, je vous laisse avec ça, terminer. Je vous ai dit, j'ai regardé l'article que j'ai résumé, c'est des années 2000 à 2020, mais je regardais quand même là, depuis 2020 ce qu'il y a, puis il y a une très bonne étude qui a été faite par un groupe européen cette année, qui ont regardé beaucoup de gènes de comorbidité dans une grande population très bien caractérisée de personnes avec la fibromyalgie et sans fibromyalgie.
Puis, leur conclusion aussi, c'était qu'ils ne trouvaient pas de gène unique, qu'ils ne trouvaient pas d'explication puis de cause pour l'instant. Puis leur conclusion à eux, c'est qu'il existe de plus en plus de preuves selon lesquelles, malgré les diverses manifestations de la fibromyalgie, les stratégies de traitement largement axées sur le bien-être général sont associées à de meilleurs résultats. Donc, je pense que vous le savez par votre association, là, on propose d'autres types de traitements non pharmacologiques pour aider à soit réduire ou soit tolérer, en tout cas, une douleur chronique. J'avais oublié que j'avais ça. Ça, c'est une dernière chose vraiment c'est quelque chose que j'ai découvert, un article publié en 2020, mais c'est tout un groupe européen qui travaille là-dessus pour parler des troubles somatiques fonctionnels. Je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse, parce que nous, à notre centre d'information, des gens nous appellent, vous allez reconnaître ça, là, ils ont plusieurs symptômes, c'est un syndrome, c'est probablement Ehlers-Danlos ou d'autres choses. Souvent des femmes, puis ils se font dire que c'est dans leur tête, c'est psychosomatique, c'est psychologique, parce qu'on ne trouve pas par les tests et les causes. Bien, il y a un groupe qui veut séparer ça ou rendre ça neutre. Il y a des troubles, puis ils appellent tout ce genre de maladies des troubles somatiques fonctionnels. C'est somatique, c'est fonctionnel, c'est organique. Il y a un lien avec la psychologie, mais la psychologie n'est pas nécessairement la cause. Ils sont en train de classer des maladies comme ça. Puis j'ai appris par cet article-là que c'est un tiers des consultations, en tout cas dans les bases de données qu'eux ont regardées, là, probablement en Europe, dans les services de santé, un tiers des personnes qui arrivent comme ça avec des symptômes inexpliqués ou des syndromes inexpliqués, des maladies inexpliquées. Puis là, eux, ils veulent donner un nom à ça, puis proposer qu'on. C'est pas toujours que c'est de la somatisation et psychologique, et aussi dire qu'il faut, si on ne sait pas les causes, puis on n'a pas de bon traitement, bien qu'on travaille en partenariat avec les patients pour trouver comment on peut soulager. Et voilà. J'ai créé cette petite citation parce que il y a tellement de choses que je lis en génétique où on ne parle que des gènes, des spécialistes en génétique, puis ils ne parlent jamais de l'environnement. Alors moi, il y en a un qui disait que la vie est un canevas, puis c'est nos gènes qui dessinent sur cette vie-là. Ben, j'ai changé ça pour inclure que les pinceaux sont nos gènes, notre organisme, corps et esprit, et l'environnement externe qui crée les œuvres de son œuvre. J'aime mieux dire ça comme ça que juste parler de gènes. Même si je suis une généticienne puis une conseillère en génétique. Fait que je vous remercie. Je remercie à l'association. Je ne suis pas surprise. Là, des fois, je parle trop. Je suis un petit peu dépassée, mais je vais prendre vos questions. Puis on peut aussi les noter. Puis si vous voulez écrire pour répondre, j'ai mis mon site là, génétique-simplement.com, pas d'accent. Et puis, ce courriel-là, si jamais des choses précises. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une experte de la fibromyalgie. Vous avez votre association pour ça. Mais je peux répondre à des questions des fois sur la génétique. Hein? OK. Bien, merci beaucoup. Je vais arrêter le partage. Gaëlle, est-ce que tu Oui. vas prendre les OK, dans le questions? chat, là. Ouais. Oui. Bon. Est-ce que tu... OK, bon. Voilà, ça, c'est une bonne question. Là, quand je parlais de la... Bon, je vais lire la question. J'aimerais savoir ce que vous pensez d'être soigné selon des tests génétiques. Notre compagnie d'assurance Croix-Bleue en parle sur leur site. Je ne réponds pas aux médicaments pour la fibromyalgie, les douleurs chroniques. J'ai aussi passé, il y a peut-être 6 ans, des tests au CHUM en génétique sur tout ce qui touche le collagène. Et en fait, là, c'est pas, je pense que c'est écrit Hélène Danlos, mais c'est Ehlers-Danlos dont je vous ai parlé tantôt. Je ne suis pas surprise, là. Ah oui, vous l'avez réécrit. Bien, justement, c'est de ça que je parlais, la pharmacogénomique, là, où on a quand même trouvé des gènes. Et en fait, là où ça fonctionne un peu plus, c'est pas tellement un peu avec les traitements de maladie,
Par exemple, maintenant, par exemple, dans le traitement du cancer du sein, il y a des gènes qu'on teste pour cibler un meilleur traitement. Mais un des domaines où on a plusieurs gènes comme ça, c'est en lien avec un médicament. Et on appelle ça donc la pharmacogénétique ou le pharmacogénomique. Et ça existe, ces tests-là. Ils sont pas, à ma connaissance, dans le système public. Je suis même allée voir, je pense qu'il y a eu des évaluations, puis ils n'ont pas encore accepté ça comme un standard, à ma connaissance. Et puis, il y a un laboratoire au Québec qui s'appelle Biogénique qui fait ce genre de tests. Puis malheureusement, il faut payer. À ma connaissance, là, ce n'est pas payé par la RAMQ. Puis, ils font des tests en lien avec des médicaments pour le TDAH, la douleur, le traitement de la douleur, santé mentale et j'en ai bien. Santé mentale. Et oui, les maladies, des maladies cardiaques. Donc, oui, mais ce n'est pas les mêmes tests là, que vous auriez passé au CHUM en génétique pour le collagène, les syndromes Ehlers-Danlos. Ça, c'est pour vraiment savoir si vous aviez ce syndrome-là. Mais c'est des tests pour les médicaments. Donc, oui, c'est possible. Il y a des médecins généralistes, des psychiatres, des gens qui traitent la douleur qui en parlent à leurs patients pour passer ces tests-là. En tout cas, il y a cette compagnie-là, Biogénique, puis peut-être demander à vos médecins. Je vais juste dire une chose à propos du test pour le syndrome Ehlers-Danlos. Je vous ai parlé, là. Il y a 14 sous-types. Le plus fréquent, qui s'appelle le type hypermobile, on n'a pas encore de gène. Donc, même si vous avez passé ce test-là qui est négatif, vous pourriez être atteint du syndrome Ehlers-Danlos type hypermobile. C'est un diagnostic clinique. Ça dépend des signes que vous avez. Je ne sais pas, il y a 6 ans, on ne parlait pas beaucoup, je vous le dis, là, de ce type-là. Donc, c'est peut-être quelque chose à revisiter avec votre médecin en génétique. Puis, juste pour vous dire, nous, notre organisme, là, comme on s'occupe beaucoup de ce syndrome-là, on va commencer cette année une étude avec l'Université McGill pour trouver les gens. Mon Dieu, c'est la même personne qui dit qu'elle n'a pas de médecin depuis 13 ans. Oh mon Dieu. Écoutez, vous pourriez me contacter, je vais voir ce que je peux faire. C'est incroyable parce qu'on a beaucoup avec tous ces symptômes qui peuvent être l'Ehlers-Danlos ou d'autres choses. Pas de médecin, pas de prise en charge. Nous, ça fait des années qu'on parle au gouvernement pour que ça change. Puis, on a fait des actions dans l'année qui vient de passer, puis on continue. Là. Il y a un groupe d'ailleurs de médecins professionnels de la santé là, qui essayent de faire quelque chose aussi. Fait que, puis le ministère a dit qu'il ferait quelque chose. Nous, au Québec, on est en retard. On n'a pas de clinique comme dans d'autres cliniques spécialisées là-dessus, comme dans tous les autres pays, puis même l'Ontario, puis d'autres provinces canadiennes. En tout cas, vous pouvez me contacter, puis on peut. C'est difficile quand vous n'avez pas de médecin, mais des fois, je trouve une façon. Une autre, selon les études, étant donné que plusieurs gènes peuvent être impliqués, est-ce que cela peut expliquer que une personne à l'autre, les symptômes sont différents? Tout à fait. C'est ça que je voulais dire, en fait, par la liste des comorbidités, le fait que notre organisme aussi est différent, notre ADN. J'ai mentionné qu'on a 20 à 25 000 gènes. Donc, même si on trouvait 10 gènes, mettons, là, puis qu'on serait capable de dire ça cause la fibromyalgie, ben il y a je ne sais pas, les 19 990 autres gènes qui peuvent être différents dans chaque personne. Les variants sont différents à chaque personne, donc, et influencent. Tout notre métabolisme, les hormones, ça influence et c'est pour ça qu'on est variable. D'ailleurs, on est tous différents. D'ailleurs, je parlais des maladies simples, là, fibrose kystique, dystrophie musculaire. Même la fibrose kystique, c'est une des maladies qui a été les plus étudiées là, dans les maladies rares. Il y a même des gens qui ne pensent pas que c'est rare, mais c'est quand même rare. Et c'est un des premiers qu'on a trouvé le gène. Ben, même 2 personnes avec la fibrose kystique peuvent être tellement différents. Il y en a des bébés peuvent mourir
jeune à la naissance. Je l'ai vu naître, moi, avec les pires symptômes qu'ils peuvent avoir. Puis il y en a qui ne sont même pas diagnostiqués avant. J'ai vu une petite fille diagnostiquée à 10 ans. Fait que c'est très, très variable. Même si c'est un gène, c'est variable parce qu'on a nos 19 999 autres gènes et tous les autres facteurs que je vous ai mentionnés. Fait que c'est très, très normal que vous soyez différents. Est-ce que la maladie est plus répandue en Amérique? J'ai rien vu qui était spécifique à une ethnie. Puis il y a des études qui se font dans plusieurs pays différents, puis ils ont les pourcentages que j'ai lus, comme je disais tantôt, là, il allait en fait, ce que j'ai vu dans plusieurs articles, c'est 1% à 8%. Est-ce que c'est plus répandu dans d'autres pays? Je ne suis pas sûre parce que là, on ne peut pas se fier quels critères diagnostiques étaient utilisés. Est-ce qu'on utilise les mêmes dans tous les pays? Fait que je serais pas tendance à dire que c'est plus répandu en Amérique, mais voici ce qui peut être différent. Encore une fois, les facteurs. D'autres facteurs peuvent être différents d'un pays à l'autre. La diète, la pollution, ces facteurs-là peuvent être. Puis quelqu'un qui dit, en effet, le tai chi a fait une grande différence dans mes douleurs. Ben oui, je pense que hein, dans, de, on voit dans notre médecine traditionnelle, des fois, il y en a qui essayent d'intégrer. Moi, j'ai plus de médecin de famille, mais la dernière que j'ai eue, une jeune, un jour, parce que je pense, je me trouvais stressée, puis elle l'a vu. Elle m'a dit, elle m'a donné le nom d'un app pour faire de la méditation que vous connaissez peut-être, ça s'appelait Petit Bouddha ou quelque chose comme ça, puis c'est mon téléphone. Fait que, il y en a, je pense, qui voient là, que quand même, hein, on est dans une société stressée, on est peut-être même de plus en plus avec tous ces différents médias sociaux et l'information et tout. Fait que c'est sûr, puis toutes les études le montrent. La, la, la méditation, la pleine conscience, ce genre de choses-là, le tai chi. Moi, en tout cas, c'est la raison pourquoi je vais à la ruche d'or de l'association, pour faire autre chose, occuper mon cerveau d'une autre façon et relaxer, puis rencontrer des personnes intéressantes. Fait que la médecine intégrative, vous connaissez peut-être, ça serait bon que ça se répande dans notre système de santé. Bon, je pense que ça améliorerait toute notre santé puis la société. Je pense qu'il y en a plus, c'est ça. Ah, oh mon Dieu, je n'étais pas. Bon, quelqu'un, ça l'a éclairé. Bon, il y en a qui connaissent une amie à moi. Petit bambou, oui, OK. Voilà pour les questions. J'espère que je ne vous ai pas plus mélangé. Malheureusement, la conclusion, c'est que on ne peut pas vous trouver une cause génétique encore. Puis, je souhaite que le test diagnostique fonctionne et qu'il y a des développements. Merci beaucoup, Gaëlle. C'est vraiment, c'est pas simple, mais merci pour ton explication simplifiée. Ça nous aide à mieux comprendre cet univers de la génétique. Merci beaucoup à tout le monde qui est présente. Et j'espère qu'environ dans une semaine, on va pouvoir mettre cette conférence sur notre site. Vous pouvez le consulter librement.